Salut tout le monde, bienvenue dans Tour d'Europe, votre émission sur l'actualité du foot européen à retrouver ici même sur la chaîne YouTube d'Eurosport France chaque lundi. Je suis Arthur Merle, très content comme chaque semaine de vous retrouver. Voici le programme. On commencera en France avec l'actu chaude, cette Olympique remportée par l'OM face à l'OL dimanche soir 3-2. L'OM est lancé, la Ligue 1 est complètement relancée. On en parle tout court avec Elton Mokolo. On ira ensuite retrouver Philippe Auclair en Première Ligue. Là aussi, il y avait un choc dimanche remporté par Arsenal contre Chelsea. Mais les Gunners sont-ils des leaders un petit peu moches ? On posera cette question un petit peu provocatrice à Philippe. Direction l'Espagne ensuite pour parler Kylian Mbappé, encore une fois, parce qu'il y a un sujet qui fait énormément parler, c'est son absence en raison de cette blessure qui traîne à un genou. Tout et son contraire est raconté en Espagne. On va essayer d'y voir un petit peu plus clair grâce à Anna. Et puis on terminera en Serie A pour parler d'un autre attaquant français, Marcus Thuram, qui marque beaucoup moins ces derniers temps. La question de son avenir est évoquée. Un départ est possible. Guillaume Pacini va nous parler de tout ça. Voilà pour le programme. Le rappel, c'est toujours le même. Tour d'Europe est à retrouver sur la chaîne YouTube d'Eurosport, mais aussi en petite pastille vidéo sur le site d'eurosport.fr. On a le programme, le rappel, on est prêt, c'est parti. La Ligue 1 pour commencer ce Tour d'Europe, et pour en parler, qui de mieux que notre spécialiste habituel du foot français, Elton Mokolo. Salut Elton, comment ça va ? Comment s'est passé ton week-end dans la Ligue des Talents ? Bonjour Arthur, bonjour à tous. Écoute, ça a été un week-end qui a été quand même riche en informations de vendredi avec le match nul entre Strasbourg-Lens jusqu'à l'Olympico avec un dénouement qui a été extraordinaire pour une équipe, un peu cruel pour l'autre, même beaucoup cruel, notamment pour l'Olympique Lyonnais, qui est passé d'un +8 à un +2 au championnat par rapport à l'Olympique de Marseille. Le PSG qui prend 4 points d'avance. Le PFC d'Antoine Comboiré qui remporte une victoire ô combien importante. Il y a beaucoup de choses à décrypter dans cette Ligue 1, ou tout du moins dans cette 24e journée qui annonce le sprint final avec seulement 10 journées. Ouais, déjà. Commençons donc par ce classique. C'est olympique. Je m'en mêle les pinceaux. C'est olympique entre l'OL et l'OM. Donc victoire au Vélodrome de Marseille, 3-2. Match complètement dingue. On avait l'impression que Lyon tenait ce match. Comment tu expliques que l'OM a pu revenir et s'imposer ? Comment tu expliques, en tout cas, où est-ce que tu penses que Lyon a perdu ce match ? Quel est ton avis un petit peu sur cette rencontre ? Alors, pour aller sur l'Olympique de Marseille, je dirais que c'est la victoire de l'état d'esprit, c'est la victoire de la volonté, parce qu'on a clairement vu l'Olympique de Marseille qui est passé par toutes les phases, qui a été mené à 2 reprises, et qui malgré ça n'a jamais lâché, a été quand même force de proposition, a fait qu'attaquer sur toute la rencontre pour essayer dans un premier temps de remonter les écarts, enfin de remonter le but d'écart qui est à l'avantage de l'Olympique Lyonnais, que ce soit à 1-0 puis à 2-1. Et l'Olympique de Marseille qui, par persistance, finit par l'emporter. Et le temps du côté de l'Olympique Lyonnais, c'est qu'ils se sont engagés dans une filière où le match a été par moments incontrôlable. Et en fait, ils ont été emportés par cette forme de frénésie. J'en veux pour preuve ce qui s'est passé à partir du 2-1. On aurait pu avoir un peu plus de position défensive pour l'Olympique Lyonnais. Il n'en a rien été. Il y a eu le but d'Aubameyang. En fait, l'Olympique Lyonnais, et ça part d'un bon sentiment, voulait aller chercher le but du 3-2. Et dans la continuité de cette action qui a été quand même un peu polémique, il n'y a qu'à voir les déclarations de Paulo Fonseca, l'Olympique de Marseille a fini par gagner 3-2. C'est un match qui est très important dans la narration de la Ligue 1 2025-2026 avec l'Olympique de Marseille qui est à 5 points et qui revient seulement à 2 points, avec l'idée que maintenant la course à la 3e place est complètement relancée et que l'Olympique Lyonnais a perdu une occasion, non pas de valider définitivement cette 3e place, mais d'avoir, si on veut aller dans la métaphore tennistique, un double break. On va parler de cette course à l'Europe juste après. Poursuivons un petit peu sur l'OM d'abord. C'était la première d'Habib Beye au Vélodrome en tant qu'entraîneur de l'OM. J'allais dire même la première véritable d'Habib Beye et son staff, quand on se rappelle du très peu de temps qu'ils avaient eu pour préparer leur premier déplacement à Brest. Est-ce que c'est pour toi un tournant majeur dans la saison de l'OM, ce qui vient de se passer, ou en tout cas, est-ce que ça peut l'être ? Pour moi, c'est un tournant majeur. C'est la suite qui nous le dira, notamment sur la capacité à enchaîner des bonnes performances
Et en fait, ça vient très vite parce que dans 3 jours, même dans un peu plus de 48 heures, bah, il y a ce fameux quart de finale contre Toulouse. Il y aura ensuite le déplacement à Toulouse, encore une fois pour l'Olympique de Marseille. Donc cette équipe doit être une équipe de série. Arthur, on a quand même parlé d'un Olympique de Marseille qui, le 24 janvier, avait battu le RC Lens, qui était à l'époque leader du championnat. C'était la dernière victoire de l'Olympique de Marseille en Ligue 1. Donc ça démontre quoi? Ça démontre que oui, l'Olympique de Marseille est capable d'être très compétitif face aux meilleures équipes, mais qu'à côté de ça, l'Olympique de Marseille, derrière, manque de séries positives. Et il ne tient qu'à Habib Beye, il ne tient surtout qu'aux joueurs olympiens d'établir une série positive pour dans un premier temps se rapprocher de la troisième place et dans un second temps de valider définitivement cette qualification en Ligue des Champions parce que aujourd'hui l'Olympique de Marseille doit autant regarder devant lui avec l'Olympique Lyonnais que regarder derrière lui avec Rennes, Monaco, Monaco et Lille qui est juste devant Monaco. Donc pour moi cette victoire de l'Olympique de Marseille, c'est autant un motif de confiance qu'un rappel à l'humilité. Pourquoi je dis rappel à l'humilité? L'Olympique de Marseille a été mené à 2 reprises au Vélodrome face à l'Olympique Lyonnais. Est-ce que dans les choix de Habib Beye, dans le plan de jeu, dans certaines décisions, même en cours de match ou autre, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont agréablement surpris, qui t'ont marqué sur ces 2 premiers matchs, en tout cas surtout sur celui-ci contre l'Olympique Lyonnais? Écoute Arthur, si je devais mettre un adjectif pour qualifier l'Olympique de Marseille ou tout du moins sa prestation, je dirais intensité. Clairement, ça a été le match où il y a eu beaucoup d'intensité du côté de l'Olympique de Marseille. C'était même parfois très caricatural. Il y avait la volonté de verticaliser à tout prix, de sauter les lignes. Mais clairement, l'idée, c'était d'avoir de l'intensité. Après, c'est vrai que l'ouverture du score précoce de l'Olympique Lyonnais et de Corentin Tolisso ont favorisé un match qui a été un match tout-terrain où ça allait d'une surface à l'autre. Et après, c'est vrai qu'il y a des changements qui sont très heureux pour Habib Beye. Il est question de quoi? Il est question de Pachao qui rentre à la place de Timber. Il y a Timber qui se blesse et Pachao est l'homme du match pour moi. Il est question de quoi? Abdelli qui est impliqué sur l'action du troisième but. Et question de Nwaneri qui faisait pas forcément sa meilleure entrée, mais qui est passeur d'essayer sur le troisième but. Donc il y a une part de réussite, il y a une part de management dans tout ça qui a bien aidé Habib Beye et notamment ses intentions, sa déclaration d'intention par rapport à cet Olympique de Marseille, sprint final 2025-2026. Il l'a répété, le maître mot, c'est intensité, impacter les rencontres. Et je pense que l'Olympique de Marseille, quand bien même ça a été parfois chaotique durant 93 minutes, ou plutôt durant 98 minutes, a été dans le vrai, notamment sur cette thématique-là. On a commencé à en parler, cette course à l'Europe, cette course à la Ligue des Champions va être folle jusqu'en fin de saison. Il y a 5 points seulement entre le 3e, qui est donc Lyon, et le 6e, qui est le Stade Rennais. Monaco et Strasbourg sont juste derrière. Comment tu vois la suite par rapport aux forces en présence? Il y a ceux qui ont encore une Coupe d'Europe à jouer, voire même la Coupe de France, ceux qui n'ont plus que la Ligue 1 à jouer. Il peut se passer encore énormément de choses. Il peut se passer énormément de choses parce que il faut quand même mettre en avant que il y a 2 équipes qui ont une particularité, enfin il y a même 3 équipes qui ont une particularité, c'est qu'ils ont changé d'entraîneur, que ce soit Habib Beye, que ce soit Rennes avec Francaise, Monaco avec Pocognoli, même si ça remonte à un peu plus longtemps. Donc on parle d'entraîneurs qui doivent construire des dynamiques positives. Ça commence à venir pour le Monaco de Pocognoli, mais le Monaco de Pocognoli part de très loin. Ça commence à venir pour le Rennes de Francaise, mais le Rennes de Francaise a seulement 2 matchs avec cet entraîneur. Même chose pour l'Olympique de Marseille d'Habib Beye. Et il y a Lille avec Bruno Genesio. Lille qui a seulement remporté sa 2e victoire en 2026, sa 2e victoire de suite en ce qui concerne la Ligue 1. Donc ça part de là sur cette capacité à créer des dynamiques. Il va y avoir des facteurs très importants, les coupes, que ce soit Coupe d'Europe, Coupe d'Europe pour Strasbourg qui est un peu plus loin, mais surtout Coupe de France pour l'Olympique de Marseille. Et ça peut avoir une influence sur le sprint final parce que j'ai le sentiment que s'il y a des dynamiques qui sont négatives pour ces équipes-là, ça peut avoir un impact. Les équipes que j'ai citées sont des équipes qui restent fragiles, il ne faut pas l'oublier. Ouais. Oui, elles ont gagné ce week-end, que ce soit l'Olympique de Marseille, que ce soit Rennes, que ce soit Lille, que ce soit Monaco, mais pour autant, ça reste des équipes qui demeurent fragiles et qui ne sont pas à l'abri d'une rechute. Un petit mot, Elton, tu l'as dit en introduction, sur le Paris FC d'Antoine Kombouaré.
Énième retour sur un banc de Ligue 1 d'Antoine Comboiré, énième opération maintien. Ça commence bien avec des choix très très forts d'entrée de jeu et une victoire 1-0 pour sa première sur le banc francilien. Victoire importante, je dirais même capitale quand on regarde l'enchaînement du week-end, parce que la victoire 15h face à Nice, c'est une victoire qui a été difficile sur le plan du score, sur le but de 1 but à 0, est couplée à ce qu'a fait Nantes avec ce but encaissé à la dernière minute sur la pelouse de Lille, et couplée au match nul entre Lorient et surtout Auxerre, des concurrents directs, ce qui donne Ouais. respectivement 8 et 9 points d'avance pour le PFC face à Nantes et face à Auxerre. Donc c'est une victoire qui est très importante. Alors évidemment, Antoine Comboiré, il a fait des choix forts, il a écarté les frères Lopez, il a écarté Colo Zezac, il a écarté Jebez, il a donné notamment plus de continuité à Moses Simon. Mounetzi, qui est l'une des top recrues pour moi de ce Ouais. mercato hivernal en Ligue 1, a été encore décisif. Donc il était question, entre guillemets, de laisser une meilleure image, parce que la dernière fois que le PFC était venu à domicile, ça avait été une défaite très compliquée face au RC Lens, tu avais quand même pris 5 buts. Et sur le plan footballistique, tu as gagné un match qui est très important, aussi également contre un concurrent direct qui est Nice, Nice qui est juste derrière toi. Donc Antoine Comboiré démarre bien son aventure. Et moi, j'ai le sentiment que, très sincèrement, le maintien pour le PFC peut être bouclé avant la trêve internationale qui va arriver d'ici 2-3 semaines. On termine, Elton, avec le voisin du Paris FC, le Paris SG. Vainqueur sur la plus petite démarche, 1-0 face au Havre, une tête de Bradley Barcola. Ça fait quand même 4 points d'avance désormais pour le PSG en tête sur Lens. Dans un monde normal, en tout cas dans un monde normal des dernières saisons, on aurait pu penser que la course au titre était pliée. Là, est-ce qu'on n'est quand même pas tenté de se dire qu'il y a encore un petit suspense parce que ce PSG, il ne convainc pas grand monde? Il y a encore un suspense par rapport au PSG. Première fois de la saison, et c'est quand même fou de se dire ça parce que on est quand même le 2 mars, première fois de la saison que le PSG a au moins 4 points d'avance sur son poursuivant, en l'occurrence le RC Lens. Et par rapport à ce que nous montre Paris sur sa dynamique récente, encore une victoire par seulement un but d'écart. On peut dire que Paris doit encore travailler pour justement accroître dans un premier temps son avancée en Ligue 1 et surtout se prémunir d'un retour du RC Lens. Mais c'est une victoire qui était très importante. C'est pas facile de se déplacer au Havre. Quand bien même tu t'appelles le PSG, quand bien même tu finis quand même avec énormément d'occasions. Mais c'est une victoire où il a fallu s'employer pour le PSG. Et ça reste une victoire importante pour continuer notamment d'aspirer à un doublé, que ce soit en Ligue 1 mais aussi en Ligue des Champions, où ce sera une toute autre paire de manches contre Chelsea. On en est loin. Au niveau Ouais. individualité, il faut quand même mettre en avant Bradley Barcola, qui a été déterminant, qui a été décisif, déjà par sa capacité à ouvrir le score, aussi par sa capacité à être performant dans un rôle inhabituel, celui d'attaquant axial, qu'il avait emprunté avec parcimonie en fin de saison dernière, on se souvient, contre Arsenal. Il avait aussi fait sur la deuxième mi-temps contre Auxerre, où il avait également marqué. Je te dis pas, Arthur, que Barcola est le nouveau neuf du PSG en l'absence d'Ousmane Dembélé, mais ça peut être une alternative intéressante et donc ça permet au PSG justement de s'offrir encore une fois une solution tactique qui sera quand même bienvenue pour marquer Ouais. des buts, parce qu'il va falloir marquer des buts sur le sprint final, que ce soit en Ligue 1, mais aussi en Ligue des Champions. On en parlera bien sûr de ce choc en huitième contre Chelsea lundi prochain en long, large, en travers. Ça va être évidemment un moment très très important de la saison parisienne et tu viendras nous apporter ta science avant ce match important. Merci beaucoup Elton. On te laisse ici pour cette semaine. On va traverser la Manche et rejoindre Philippe Auclair pour parler Première Ligue. Allez, poursuivons ce tour d'Europe du côté de la Première Ligue. On rejoint notre spécialiste du football anglais, Philippe Auclair. Salut Philippe, j'espère que le week-end a été bon de l'autre côté de la Manche. On va parler en longueur de cet Arsenal-Chelsea, on l'a dit en introduction. Mais d'abord, un petit mot quand même d'un Frenchie qui a marqué ce week-end, Hugo Ekitike. Il a marqué, et quel but, Philippe, lors de cette victoire de Liverpool contre West Ham. Ça faisait quelques matchs qu'il ne marquait plus, Hugo Ekitike, mais là, il s'est bien rattrapé. Oui, il a marqué le but et il a marqué les esprits une nouvelle fois parce que c'est déjà son 16e but de la saison pour Liverpool. Quand tu penses au problème que Liverpool a eu en attaque,
C'est assez remarquable. Et quand tu compares son rendement à celui de ses coéquipiers, dont tu penserais qu'ils seraient les autres avec qui il partageait justement ses buts. Alors, malheureusement, Isaac est blessé. Cody Gakpo a une saison un petit peu mi-figue, mi-raisin, à l'image de ce qu'on a vu d'ailleurs contre West Ham, où il manque l'immanquable et il marque un autre but. Donc, c'est un petit peu tout l'un tout l'autre. Puis Mohamed Salah, qui est quand même très en retrait par rapport aux performances des saisons précédentes. Et ce qu'on voit, c'est un Hugo Ekitike qui continue de faire la différence. Et ce premier but, en effet, c'est absolument somptueux. À la fois dans la finition, mais également dans la conception. On parlait entre nous avant que les caméras se mettent en route. Tu parlais du relâchement d'Hugo Ekitike dans le dernier geste, et c'est vrai, il y a quelque chose chez ce joueur, une espèce de confiance en lui, mais qui aussi vient, je pense, d'une intelligence du jeu qui est tout à fait exceptionnelle. Et c'est un joueur qui ne doute pas. C'est un joueur qui a une attitude absolument impeccable sur le terrain et sur le front de l'attaque, et également dans les responsabilités qu'il prend lorsqu'il faut également défendre, parce que son équipe n'est plus en possession du ballon. Et moi, je le dis, je le redis, le Ekitike que je vois en Première Ligue avec Liverpool, alors que ce n'était pas gagné pour lui quand il est arrivé. Souvenez-vous la concurrence qu'il y avait. Souvenez-vous, on arrive de la Bundesliga, il y a toujours ces points d'interrogation, est-ce qu'il va pouvoir le faire? Tu compares par exemple avec ce qu'on voit de Šeško, qui a mis de temps à redevenir Šeško. Ekitike, ça a été Ekitike depuis le début. Et moi, très franchement, ce Ekitike-là, numéro 9 de l'équipe de France, vrai avant-centre, avec Mbappé dans un couloir et Dembélé dans l'autre, plus Doué et Barcola pour mettre la zizanie, j'y crois. J'y crois, et j'espère que d'autres y croiront, notamment un certain Didier Deschamps, parce que ce qu'il apporte à cette équipe de Liverpool, il peut aussi l'apporter au bleu. Et je ne vois pas de joueur qui lui ressemble, et dans le profil, et dans ses qualités foncières, et dans son habileté face au but. Cette imagination qu'il a dans le finish. Il n'y avait rien d'évident dans ce but. Quand tu vois qu'il choisit ce qu'on appellerait presque le mauvais côté pour tromper le gardien, mais c'était le bon choix. Et il a cette capacité de faire les bons choix alors qu'il y a une fraction de seconde, et il est capable de les exécuter. Ça, c'est là où tu vois que tu as affaire à un super, super joueur. Ouais, à la manière un petit peu d'un Kylian Mbappé, cette finition au premier poteau, mais c'est vrai que je te rejoins dans le lobby pour une titularisation d'Hugo Ekitike en équipe de France. Enchaînons avec donc ce gros match qui nous a intéressé dimanche entre Arsenal et Chelsea, derby londonien, victoire 2-1 des Gunners. On va se pencher sur le cas des Gunners juste après, mais d'abord peut-être une analyse assez globale de ce qui s'est passé durant ce match-là. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Que c'était un match crispant, frustrant, qui n'était certainement pas du niveau technique qu'on aurait pu espérer. Énormément de déchets d'un côté comme de l'autre, pour des raisons différentes d'ailleurs au passage. Mais un match aussi passionnant, parce que très honnêtement, même après l'expulsion de Pedro Neto, il faudra d'ailleurs qu'on parle d'un petit peu de problème de Chelsea avec les expulsions, parce que c'est un vrai problème. Un match qui était en équilibre jusqu'à la toute fin, avec ce sauvetage incroyable de David Raya, qui décidément fait beaucoup de bien aux Gunners. Je ne sais pas combien de points il a fait gagner aux Gunners cette saison, mais ça devient assez impressionnant. Ce ballon de Garnacho, qui est à la fois un tir et un centre et une tentative de trouver un de ses partenaires, mais qui est aussi un tir qui normalement devrait finir dans le petit filet. Il arrive à se détendre et à le dégager en corner. C'était absolument exceptionnel. Ça aurait pu finir 2-2. Mais c'était un match bizarre. Tu sais, je vais te donner une stat. Je pense que comme moi, quand tu le regardais, tu avais dû te dire, mais comment se fait-il qu'Arsenal ne parvient pas à utiliser sa supériorité numérique pour contrôler cette rencontre et étouffer Chelsea? Et en fait, après l'expulsion, donc pour le deuxième carton jaune de Pedro Neto, Arsenal a fait 55 passes qui sont parvenues à destination, tandis que Chelsea en faisait 114. Donc, l'équipe qui jouait à 10 était 2 fois plus efficace et précise dans sa transmission du ballon que l'équipe qui jouait à 11. Je vous vois qu'il y a quand même un truc assez particulier. Donc, c'était un match particulier, lui aussi, crispant, les buts marqués sur des coups de pied arrêtés, ce qui est en train de devenir une habitude, et pas nécessairement une très bonne habitude, non seulement pour Arsenal, mais pour la Première Ligue en général, parce que on a parlé de Liverpool un petit peu, mais ne pas oublier que Liverpool, c'est également les coups de pied arrêtés qui ont fait la différence. 7 de leurs 9 derniers buts, c'est sur les coups de pied arrêtés. Donc, il n'y a pas qu'Arsenal. Hein. Mais c'était un match bizarre, au terme duquel, si jamais tu es Mikel Arteta, tu es soulagé,
tu es ravi d'avoir pris 3 points dans le contexte de la course à ce titre, à cette course un peu folle à ce titre, qui leur échappe depuis 2004. Si tu es du côté de Chelsea, tu ressortiras des regrets, mais aussi énormément de frustration, parce que une grosse partie des problèmes de Chelsea ont été infligés à Chelsea par Chelsea. Ouais, c'est vrai qu'on a vu un Liam Rosenior d'ailleurs assez tendu et crispé sur le bord de la pelouse, et on peut le comprendre. Concentrons-nous sur les Gunners. On l'a dit, ils ont encore utilisé les corners, les hommes de Mikel Arteta, pour faire la différence contre Chelsea. Ils en sont à 16 buts inscrits sur corner cette saison. Je crois que c'est un co-record dans l'histoire de la Première Ligue. Avec Oldham et Arsenal, mais sur une saison complète. Là, il y a encore 9 matchs à jouer. Ouais, donc, c'est ça qui est, à mon avis, le record dingue. sera battu. Il y a de grandes chances. Et donc, sur cet aspect, et sur l'aspect aussi des fins de match, où on ressent de plus en plus une certaine crispation des Gunners pour tenir le score, est-ce qu'on n'a pas devant nous un leader qui, rappelons-le, a 5 points d'avance, mais un leader qui n'est pas très beau à voir, un leader un petit peu moche, diront certains, Philippe? Oui, pour ce qui est de produire du jeu, Arsenal en a produit, je dirais, dans les 4-5 premiers mois de la saison. On a vu parfois de belles choses. On a vu des enchaînements, on a vu du rythme, particulièrement en Ligue des Champions, au passage, où Arsenal a été impressionnant, il n'y a pas d'autre mot. Et pas seulement pour le fait qu'ils ont terminé premier de la phase de Ligue, mais également dans le jeu qu'ils ont développé. Par contre, depuis le début de cette année 2026, c'est crispant, c'est très très crispant. On voit Arsenal également jeter des points, ne pas profiter des ouvertures qui lui sont offertes par les contre-performances de Manchester City, de leur poursuivant direct, car il y en a eu. Tu vois ce qui se passe à Brentford, donc le 12 février, Arsenal mène au score 1-0, se font remonter au score, ils ne parviennent pas à contrôler le chaos créé par Brentford un partout. Contre les Wolves à Wolverhampton, où ils mènent 2-0, pareil, tu sens qu'il y a une espèce de peur de gagner. C'est un petit peu le petit bras, tu sais, des joueurs de tennis. Et tout d'un coup, les Wolves, qui sont pourtant bons derniers du championnat, en viennent à 2-1, puis à 2-2. Alors, tu ne sens, même contre Tottenham, le match gagné 4-1, moi, je me souviens toujours je me rappelle de ce match, jusqu'à l'égalisation, ce qui aurait été l'égalisation de Kolo Muani, qui est refusée pour une poussette de Gabriel, sur Gabriel, pardon, ce qui aurait ramené le score à 2-2, pareil, pas totalement convaincant, alors que c'est Tottenham Hotspur qui est complètement à la dérive, en perdition, de ce que tu voudras. Et là, contre Chelsea, de nouveau, absence de rythme dans l'entame de match, très peu de phases de jeu construites avec je dirais, de l'intensité et surtout de la rapidité dans les transitions, très peu de prise de risque, et puis des joueurs qui semblent fatigués physiquement, mais aussi moralement. Et tu mets tout ça ensemble et tu te dis, en effet, c'est moche. C'est pas, si jamais tu es neutre, c'est pas fantastique à regarder, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est impressionnant par moments pour la capacité justement, sur ces coups de pied arrêtés. Là, ils sont bien évidemment les meilleurs en Angleterre, probablement en Europe, mais et également la solidité défensive. Enfin, quand je dis ça, la solidité défensive, ils ont pris pas mal de buts depuis le début de l'année. Mais tu n'es pas séduit par le jeu d'Arsenal comme tu aurais pu l'être un petit peu plus tôt dans la saison. C'est pas le cas. C'est une équipe qui est à l'image de son entraîneur, qui est âpre, qui est dur à jouer, qui est très très bien organisée, mais qui a aussi les défauts de ses qualités et qui a aussi une capacité de crispation. Alors, est-elle due au souvenir des saisons passées où Arsenal était également en position de pouvoir lutter pour le titre et s'était écroulé tard dans la saison, tard au printemps? Est-ce que c'est ça qui fait que les joueurs sont un petit peu écrasés par leurs responsabilités et sont écrasés par la perspective d'enfin gagner ce titre qu'on attend depuis 21 ans, 22 ans bientôt? Ou est-ce que c'est aussi la fatigue? Moi, je te prendrai un exemple, c'est Zubimendi. Super joueur, un des meilleurs milieux de terrain en Europe, je pense que personne n'en doutera, qui a été exceptionnel pour Arsenal pendant encore lui 5-6 mois, mais depuis quelques rencontres, il est l'ombre de lui-même. Et tu vois, il y a des fautes de concentration qui auraient pu coûter très cher contre Chelsea. Il y a encore cette passe en retrait pour David Raya, qui est absolument catastrophique, qui aurait pu être exploité. Je ne me souviens plus si c'est Joao Pedro, oui, je crois que c'est Joao Pedro, qui était à la lutte avec Raya sur cette passe. Et si Raya ne réagit pas immédiatement, il y a but pour Chelsea.
Et tu vois des fautes de concentration de Rice. On avait vu Joran Timber passer complètement au travers de son match contre les Wolves. On voit un Bukayo Saka qui fait parfois de très bonnes choses, mais parfois assez insipide. On voit Eberechi Eze brillant contre Tottenham. Là, qu'est-ce que l'on a vu de Eze, qui est censé être l'élément créateur de cette équipe? Très peu de choses. Mais alors, je vais te dire, il y a une bonne nouvelle malgré tout. Oh, il y en a deux. Pour les supporters des Gunners, petit 1, c'est la victoire, c'est le plus important, et petit 2, c'est le retour de Kai Havertz. Il a énormément manqué aux Gunners, et le fait qu'il soit maintenant de retour, alors que Martin Odegaard est de nouveau blessé au genou, et oui, ça va apporter pour moi une dimension supérieure à cette équipe, à beaucoup de points de vue, y compris au point de vue psychologique, parce que Kai Havertz, c'est un dur, et que tu as le sentiment autour de lui qu'il y a des joueurs qui se posent des questions, ce qui n'était pas le cas auparavant. Il y a une espèce de crispation, mais tu la sens dans le stade d'ailleurs, hein, au passage. Tu la sens sur le banc d'Arsenal, tu la sens dans le stade, tu la sens sur la pelouse. Il est totalement anormal qu'une équipe qui joue à 11 contre 10 et qui se bat pour le titre soit dominée, je dis bien dominée, comme elle le fut par Chelsea lors des 35 ou 35 dernières minutes de cette rencontre. Ouais, beaucoup de tensions dans l'air dans les matchs d'Arsenal. Un petit peu logique, comme tu nous l'as bien expliqué. On va suivre un petit peu ce qui va se passer. Évidemment, on rentre dans le money time de cette saison. Arsenal peut tout gagner ou tout perdre et on va voir comment ils vont gérer cette tension. Merci beaucoup, Philippe. Ça va être très excitant à suivre dans les semaines à venir. On te retrouve dès lundi prochain. Oui. Merci encore. Et puis nous, on va filer parler de foot espagnol avec Ana Caro. Salut, Philippe. Allez, on poursuit ce tour d'Europe en Espagne et on rejoint notre spécialiste de la Liga, Ana Caro. Salut Ana, comment ça va? Comment s'est passé ce week-end en Espagne? Franchement, on a eu un week-end très mouvementé quand même, avec quand même une sortie d'un joueur pour racisme, donc quand même dommage de ce côté-là. Un joueur, un supporter en deuxième division qui est décédé dans les tribunes, donc vraiment un dimanche très très mouvementé. Avec quand même du foot, hein, quand même des belles choses à voir côté football. Mais c'est vrai que tout ce qui est en dehors du terrain, on s'en serait bien passé quand même ce week-end en Liga. Effectivement, mais concentrons-nous sur le terrain et parlons d'abord de ce Barça qui s'est imposé, ce Barça leader, qui s'est imposé face à Villarreal 4-1 avec un homme qui a brillé, Lamine Yamal, auteur de son premier triplé en carrière et un petit peu revanchard, j'ai l'impression, dans les déclarations qu'on a pu lire après la rencontre. Explique-nous un petit peu. Ouais, alors c'est pas forcément un sentiment de revanche, mais on sent qu'il avait besoin aussi d'extérioriser, un peu de parler de lui, tout simplement, parce qu'on parle beaucoup Ok. à sa place, Lamine Yamal, mais lui, il parle pas forcément énormément, en tout cas de moins en moins, parce que c'est ce qu'on disait la dernière fois, plus ça va, moins on l'entend, par exemple, sur les réseaux sociaux, à provoquer, etc., parce que le club a un peu, l'a un peu lui-même averti, entre guillemets, que ça pourrait avoir des retombées pour lui, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même des fake news qui ont été propagées à son encontre, notamment dans la presse madrilène, des choses qui sont assez graves et quand on a un enfant de 18 ans comme Lamine Yamal, même si on est habitué à la popularité et cetera, ça finit par toucher et ce qu'il disait quand même à la fin du match et c'est quand même plutôt pas mal de le reconnaître, justement à son âge, c'est de dire que, en fait, ces dernières semaines, il n'était pas forcément heureux, que ce soit Ok. sur et en dehors du terrain et qu'il avait besoin de reprendre ce plaisir de jouer au foot et cetera et il a dit à la fin, il a dit: «Là, maintenant, je suis heureux, je ne traîne plus ma pubalgie» aussi, ce qui est quand même très important d'un point de vue Ouais. physique, et il dit: «Ça se voit» et clairement ça s'est vu, ce week-end parce que bon, voilà, triplé en carrière contre Villarreal qui, au moment où le Barça l'affronte, est 3e de Liga donc voilà, ça reste un gros match. C'est vrai qu'il était pas mal critiqué parce qu'il était, selon ses détracteurs donc peu décisif dans les grands matchs. Là, voilà, c'est un grand match. Il marque son premier triplé et surtout, il a été plus ou moins préservé, on va dire, par Hansi Flick parce qu'à la 70e minute, il quitte le terrain. Ok. Et cette semaine, il y a le match retour de Copa del Rey contre l'Atlético avec quand même du côté de Barcelone un espoir hein, qui naît de voir le Barça faire cette remontada et gagner face à l'Atlético. Ok, ouais, 4-0, match aller, on le rappelle. Il y a un vrai suspense en Espagne, même du côté de la presse madrilène. On n'est pas trop confiant non plus. En fait, ce qui ressort surtout, c'est que c'est les joueurs de l'Atlético de Madrid qui seraient eux-mêmes pas forcément très sereins, hein, finalement. Ouais. Parce que quand on regarde leurs dernières performances, en fait, c'est hyper poussif l'Atlético et c'est surtout très très loin d'être stable. C'est une équipe qui peut gagner 4-0
contre le Barça, mais qui peut aussi galérer à gagner ce week-end en Liga contre Oviedo. Donc c'est vraiment une équipe qui n'a pas de certitude finalement. Et c'est vrai que arriver pour jouer au Camp Nou, ça commence avec des certitudes. Et là, c'est ce que n'a pas l'équipe de Simeone. Et ça y est, il y a un peu une petite com qui commence à se mettre en place du côté du Barça, à reprendre le slogan de 90 minutes, c'est très long au Bernabeu, mais en mettant ça côté Camp Nou. Et si on prend du côté des supporters, autant les supporters du Barça y croient, et parce qu'en fait, ils n'ont pas forcément grand-chose à perdre finalement, vu qu'il y a eu 4-0 à l'aller. Mais si on regarde du côté des supporters de l'Atlético, il y a quand même une crainte, d'autant que ce qui s'est fait écho cette semaine aussi dans la presse espagnole, c'est que en cas de défaite de l'Atlético, en cas d'élimination de l'Atlético en Copa del Rey, Antoine Griezmann, qui est en discussion avec Orlando, pourrait décider de partir dès le mois de mars et rejoindre les États-Unis. Donc c'est vrai que au-delà de l'enjeu sportif et de l'enjeu de gagner un titre qui est très très important pour Antoine Griezmann, il y a cet enjeu pour les supporters et pour le club de dire est-ce qu'on va réussir à le garder si jamais il y a une remontada. Et le fait même d'ailleurs qu'Antoine Griezmann dise qu'en gros s'ils sont éliminés de Copa, il s'en va, ça veut dire aussi qu'au sein du vestiaire même de l'Atlético, il y a une crainte de voir l'Atlético sortir lors de ce match retour en Copa del Rey. On l'évoquera, ce dossier Antoine Griezmann, je pense, dans les semaines à venir, parce qu'effectivement, il y a son avenir qui est en train de se décider. Il y a un joueur qui n'a pas brillé lors de ce Barça-Villarreal, c'est Georges Mikotadze. Pour autant, l'ancien Lyonnais, il a été élu joueur du mois de février en Liga, et on aime bien aller prendre des nouvelles de nos ex de Ligue 1. Raconte-nous tout simplement comment elle se passe, son adaptation en Liga, en Espagne, à Mikotadze. Et ce qu'on peut dire pour Mikotadze, c'est que là, ça y est, enfin, il est adapté à la Liga. Il a mis du temps Ok. et ça lui a même valu quelques critiques, quelques sifflets. Bon, alors le public de Villarreal est globalement très gentil, donc ça l'a pas critiqué outre mesure. Mais il y a quand même eu des doutes de se dire, en fait, ce joueur, on nous l'a vendu comme le nouveau numéro 9, limite le remplaçant de Gérard Moreno, parce qu'il commence à se faire un peu vieillissant. Et c'est un début de saison aussi où Ayoce Pérez, qui avait été brillant la saison passée, est un peu plus en difficulté. Donc en fait, il y avait vraiment besoin d'avoir un bon numéro 9. Et c'est vrai que Mikotadze, en arrivant en Espagne, il était souvent à côté de ses pompes dans les matchs. Le système tactique de Marcelino est très complexe quand même à comprendre. Il y a beaucoup de notions différentes si on est en bloc en possession ou pas en possession du ballon. Donc c'est vrai que c'est des choses qui sont dures à incorporer, encore plus pour un joueur qui n'est pas originaire du pays, donc qui ne parle pas forcément la langue, qui n'a pas la culture, etc. Et c'est vrai qu'il a mis du temps, mais ça y est, maintenant on peut dire qu'il est acclimaté. Et Marcelino a même promis en conférence de presse qu'on n'avait sans doute pas vu le meilleur de Georges Mikotadze ici en Liga. Il commence à être vraiment très apprécié, lui, du côté du public, parce que non seulement donc, il a ses buts, 3 buts et une passe décisive en février, mais aussi il est très engagé sur les réseaux sociaux. Il n'hésite pas à communiquer avec les supporters, etc. Et il le fait souvent en plus en valencian. Donc ça marque des points dans le cœur des supporters, parce que il s'est non seulement adapté à la vie en Espagne, mais la vie précisément à Villarreal, dans la région de Castellón, la région de Valence, en parlant la langue. Et c'est vrai qu'il marque clairement des points, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Et on sent qu'il est adapté à ce championnat et à ce que demande Villarreal. Bon, Anna, on va ouvrir ou plutôt réouvrir maintenant le sujet Kylian Mbappé. On a longuement parlé du Français plus côté terrain lundi dernier dans Tour d'Europe. On rappelait les critiques qu'il y avait sur son interprétation du rôle de numéro 9. On avait brièvement évoqué son état physique, mais ce sujet-là, il est devenu beaucoup plus important à l'heure où on se parle. Je vais juste lire une déclaration d'Alvaro Arbeloa, son entraîneur, puisque donc Kylian Mbappé a manqué le barrage retour contre Benfica et qui devrait manquer 4 à 5 matchs à venir. Nous verrons au jour le jour. Pour l'instant, il ne vaut mieux pas fixer de délai et le laisser évaluer ses sensations. En fonction de cela, nous prendrons une décision. Nous voulons qu'il revienne à 100% et quand ce sera le cas, il rejouera. La semaine dernière, tu me disais que son état physique n'était pas tant un sujet, en tout cas dans l'évaluation de ses performances. Est-ce qu'aujourd'hui, le genou de Mbappé, c'est un sujet qui est devenu, j'imagine, très important au Real et en Espagne ? Oui, le sujet est devenu un gros sujet en raison, en partie, du flou qu'il y a autour de cette blessure, parce que justement, que ce soit Arbeloa ou que ce soit le club lui-même, on n'a pas de communication officielle sur quelle est la blessure de Mbappé, quelle sera sa durée d'indisponibilité, qu'est-ce qui est décidé aussi de faire vis-à-vis de cette blessure, parce que Ouais. on parle d'une lésion
au ligament externe du genou gauche et c'est une lésion qui peut potentiellement être opérée. Mais c'est pareil, on n'a pas de communication à ce sujet-là, de savoir s'il va l'être ou non. Et c'est cette absence de communication qui entretient un peu un espèce de flou autour de tout ça et qui fait que un peu chacun il va de sa théorie sur ce qu'a Mbappé, pourquoi il joue pas, pourquoi c'est lui, parce que du coup, c'est ce que tu disais dans la citation de Arbeloa, il dit on va voir comment lui se sent et il verra si lui il veut reprendre. Et en fait, il y a aussi cette question beaucoup de pourquoi en fait ce serait lui qui devrait décider de ce qu'il fait de sa blessure et pas le staff médical, le coach ou même plus globalement le club, parce que c'est un joueur du club et qui doit représenter le club. Donc c'est toute cette incertitude autour de sa blessure qui fait que certains commencent à dire maintenant dans la presse que en fait Mbappé il penserait déjà au mondial avec les Bleus, qu'il voudrait se préserver en vue de ça parce que là il a senti qu'il a forcé mais que maintenant il veut plus forcer. Et en fait tout ça sort aussi dans un contexte où avant le match contre Benfica, il est annoncé forfait parce qu'il ne peut plus jouer. Il est en situation de rupture. Il arrive à l'entraînement en veille de match. Il peut plus jouer. Il a trop mal. Et Arbeloa, en conf de presse, dit que Mbappé souffre de gêne, de molestias. Ce qui voudrait dire qu'en gros, ce serait léger finalement, molestias. C'est pas vraiment une blessure. Et donc, il dit à ce moment-là qu'il va pouvoir reprendre en peu de jours ou peu de semaines. Et il s'avère que au lendemain du match, Arbeloa parle de lésion, donc de blessure. Et il commence à dire qu'il n'y a pas vraiment de date de retour et qu'on ne sait pas quand Mbappé rejouera de nouveau. Et en fait, c'est ce changement un peu de discours entre avant, après qui fait qu'il y a des doutes. Mais il y a aussi une info, c'est que Mbappé aurait pu forcer pour jouer ce match contre Benfica. En interne, il y avait certaines personnes qui voulaient que Mbappé joue sous infiltration ce match parce qu'il était très important. Et Mbappé, estimant qu'il était arrivé au point de non-retour, finalement, au niveau de sa blessure, n'a pas voulu se faire infiltrer, n'a pas voulu forcer pour jouer ce match. Au final, le Real s'est qualifié, donc il n'y a pas eu d'histoire autour de cette question de ne pas vouloir finalement une infiltration. Mais on sait très bien que, globalement, au Real Madrid, quand on refuse, entre guillemets, quelque chose comme ça, comme une infiltration pour un match qui était quand même très important dans la saison du Real Madrid, derrière, on s'expose à des critiques médiatiques et là, c'est clairement ce qu'on voit. Alors, qui fait fuiter ça? Chacun aura plus ou moins son idée, mais il y a quand même une partie du club qui, en fait, aurait voulu que Mbappé se plie un peu à ce que fait habituellement le Real, c'est-à-dire à forcer ses joueurs dans les gros matchs. On l'a vu d'ailleurs, Antonio Rudiger, lui, était aussi à la limite pour ce match. Il a forcé et il est sorti avec des graves douleurs parce qu'il est rentré dans Camavinga en fin de match. Mais voilà, c'est pour tout ça que Mbappé est aussi critiqué, c'est parce que en fait avant il s'autogérait et ça plaisait à tout le monde parce que finalement il forçait pour le bien du Real Madrid et que maintenant qu'il est arrivé à un point de non-retour, il faudrait qu'il force encore parce que c'est le Real Madrid. Donc c'est un peu voilà, c'est un peu un micmac entre le manque d'infos mais aussi ce que chacun veut plus ou moins entendre de la part du club. J'imagine que le sujet d'une éventuelle infiltration, il peut revenir très vite puisque assez rapidement, il y a les huitièmes de finale de Ligue des Champions qui arrivent, ce Real Manchester City. Là, ce qu'on dit, c'est quoi? C'est que son retour, il est attendu ou espéré pour un huitième retour, ou même ça semblerait être un retour un petit peu forcé? Non, ça reste un retour qui reste incertain. Pour l'instant, ce qui est prévu de la part des médias, en tout cas, c'est estimé qu'il sera absent pour tout le mois de mars, donc 4 rencontres de Liga et l'aller-retour, en Ligue des Champions. Ok. Si on prend d'un point de vue comptable, c'est pas forcément très grave parce que le Real, dernièrement, s'en est très bien sorti sans Kylian Mbappé. Le problème, c'est que ça reste la star du Real Madrid, que, c'est quand même un joueur qui peut marquer, avec très peu de ballons et que il faut, si jamais il faut sauver la maison Real Madrid, effectivement, pour le match retour contre Manchester City, on peut penser qu'il y aura vraiment une volonté très forte de la part du club, du fait qu'il force. Mais là, c'est vrai que c'est sûr aussi que Mbappé pense inévitablement au mondial, parce que s'il force pour ce match retour, mais que derrière il se blesse, qu'il est obligé de se faire opérer et qu'il est absent pour le mondial, bon, je pense qu'il y aura des regrets d'avoir forcé juste pour un match, aussi important soit-il. Mais c'est une gestion qui est compliquée parce que dans la mesure où elle est pour l'instant assez floue, elle laisse
l'interprétation à beaucoup de choses et ça n'arrange pas grand monde finalement dans tout ça parce que Mbappé, lui, est pas forcément serein parce qu'on raconte des choses sur lui. Le Arbeloa est obligé de se défendre continuellement en conférence de presse du fait de pas faire jouer Mbappé, donc voilà, c'est un peu un cercle vicieux. La seule chose qu'on sait jusque-là, c'est aussi que Mbappé a rarement eu, autant d'absences sur une saison. C'est la Ouais. première fois qu'il loupe autant de matchs, sur une saison et donc peut-être que c'est aussi tout simplement l'apprentissage de sa part de comment gérer une longue blessure, là où il est souvent, apte lui à jouer, peu importe les situations et qu'il a, pas forcément envie de communiquer, de se gérer, comme le dit, assez souvent, Arbeloa, avant de prendre une décision et c'est pour ça qu'on n'a pas de communiqué. Beaucoup d'enjeux pour tout le monde autour du cas Mbappé au Real comme en équipe de France. Évidemment, on va suivre ça de très très près. On reparlera de lui dans les semaines qui viennent. Merci Anna, c'était très complet cette explication. On y voit un petit peu plus clair. On te retrouve très vite dans Tour d'Europe et nous, on va aller rejoindre Guillaume Pacini pour parler de Serie A. Salut Anna. La Serie A pour terminer ce Tour d'Europe et on rejoint notre spécialiste du football italien, Guillaume Pacini. Ciao Guillaume, comment ça va? Comment s'est passé ton week-end de Serie A? Écoute, chaque week-end de Serie A est bon à prendre. Donc, c'était un super week-end. On a vu un super match Roma-Juve 3-3 dimanche soir. Et on se régale toujours en Serie A, Arthur, tu le sais. C'est toujours un bonheur de la suivre. C'est un bonheur de la suivre, mais il y a quand même un petit peu moins de suspense dans la course au titre. J'ai l'impression, on n'a pas parlé de Serie A la semaine dernière dans Tour d'Europe, mais il s'est quand même passé on a quand même retiré quelques enseignements des dernières rencontres. Il y a l'Inter qui s'envole là clairement vers le titre. Alors, écoute, il y a 10 points d'écart entre l'Inter première et l'AC Milan deuxième. Il y a le derby dimanche prochain où, en cas de victoire de l'AC Milan, il y aurait 7 points d'écart. Ça reste pour moi quand même un gouffre. Et en voyant le rythme de l'Inter, en tout cas en championnat, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Inter a été éliminé en Ligue des Champions par Bodo Glimt, à l'Inter, il reste le championnat, pour le coup, voilà, il est lancé vers le titre. Et il y a la demi-finale aussi de Coupe d'Italie contre Côme, qui est aussi un objectif pour le club lombard. Donc, en tout cas, voilà, pour le titre, c'est quasiment joué, à 90%, on va dire. Et pour la Ligue des Champions, Arthur, c'est un peu plus serré. On a vu, je t'en parlais juste avant, le Roma-Juve dimanche soir 3-3. La Juve qui était menée 3-1. Alors, je vous conseille d'aller voir le but de Conceição, une reprise de volée superbe. Si on n'est pas sur le prix Puskás, on n'en est pas loin, en tout cas. Et la Juve qui est parvenue à arracher le 3 buts partout à la dernière seconde avec un but de Federico Gatti. Et ça permet quand même à la Juve de rester accroché au wagon, parce qu'en cas de défaite, la vieille dame éliminée, on le rappelle, par Galatasaray des Champions, elle aurait été à 7 points, la 4e place occupée par la Roma. En égalisant, elle reste à 4 points. Il reste du temps pour remonter, il reste du temps pour passer la Roma, mais le fait que la Juve égalise à la dernière minute, vraiment, ça les maintient en vie. Donc voilà, on va dire que c'est les deux enseignements de ces dernières journées, c'est le fait que l'Inter s'envole clairement vers le titre. Il reste une petite chance pour la Sémille en cas de victoire du derby, et le fait que la Juve reste en vie dans la course avec des champions. On a le Napoli, on a l'AC Milan, on a Côme, on a la Juve, on a la Roma. Guillaume, on va parler aussi un petit peu de Coupe d'Italie. Si tu veux bien, il y a une affiche entre Côme et l'Inter mardi. Cette affiche, elle nous intéresse pour deux sujets. Le premier, c'est Marcus Thuram. On avait parlé en bien du français ces derniers mois. Là, force est de constater que ça roule un peu moins bien pour Thuram. Il a conclu son 5e match de suite sans marquer. Il marque très peu en 2026. Voilà, comment ça se passe pour lui? Est-ce qu'il y a des critiques à son sujet? Qu'est-ce qui se passe chez Marcus Thuram ces derniers temps? Il est très critiqué, Arthur. En Italie, les médias, même les tifosi quand même, voilà. Alors, évidemment, il n'est pas sifflé parce qu'il a un rendement quand même. Il a 12 buts, 5 passes décisives en plus de 30 matchs. Donc, sur le papier, on va dire qu'il est dans les rangs. Le problème de Marcus Thuram, c'est comme la saison dernière, à partir de décembre, il avait marqué 2 buts jusqu'à la fin de la saison. Et encore une fois, cette année, on a l'impression qu'il commence toujours très fort. Ça, c'est une qualité de Marcus Thuram. Il part très vite, en championnat notamment, en Ligue des Champions aussi. Et il ralentit petit à petit. Il l'avait dit dans une interview, il avait dit il faudrait que je sois plus régulier. Et là, on le voit avec Marcus Thuram. Il a marqué un seul but lors des 13 derniers matchs. Donc, c'est très peu. En Ligue des Champions, contre Bodo Glimt, il rate une occasion énorme. Heureusement pour lui, il y avait hors-jeu. Mais il avait quand même manqué un face-à-face assez évident face au gardien de Bodo Glimt. Et voilà, on voit un attaquant qui est un peu en crise de confiance, qui est moins méchant devant le but.
En Italie aussi, alors on pourra en parler après, Arthur, si tu veux, de Mercato, mais Ouais. on dit aussi qu'il souffre un peu l'éclosion de Pio Esposito, ce jeune de l'Inter, que l'Inter a ramené l'été dernier. On en a fait un focus, hein, d'ailleurs, la semaine dernière, on a fait un gros papier sur Eurosport, il faut aller voir qui est ce joueur, Pio Esposito. On a l'impression que Marcus Thuram, voilà, il pâtit un peu le fait que aujourd'hui, c'est vrai que Esposito, voilà, il prend beaucoup de place, les tifosi l'adorent, les Italiens, il joue beaucoup plus, il marque aussi. Il y a aussi Antoine Boni, le Français, qui est arrivé Ouais. l'été dernier et qui marque aussi. Donc, c'est sûr qu'il y a plus de rotation, il y a plus de concurrence. Et même si Marcus Thuram reste le titulaire du poste avec Lautaro Martinez, même si Lautaro est blessé depuis quelques semaines maintenant, eh ben on sent ouais, que Marcus Thuram, il est plus dans le dur. Mais voilà, c'est la récurrence, c'est le fait qu'il ralentit toujours en deuxième partie de saison. C'est un de ses problèmes. Tu évoquais le mercato, parlons-en. Est-ce que ce contexte-là fait que tout d'un coup, on peut envisager un départ de Marcus Thuram l'été prochain? Je crois qu'il lui reste 2 ans de contrat. Voilà, où est-ce qu'on en est à ce niveau-là? Écoute, il faut rappeler que Marcus Thuram est arrivé libre hein, à Ouais, l'Inter. Donc, en cas de départ, ce serait une énorme plus-value pour le club. On en parle, Arthur. On en parle dans les médias, on en parle dans la presse. La Gazette a fait un article la semaine dernière, post-Bodo Glimt, où voilà, tout le monde était c'est un peu le procès de tout le monde, hein, dont celui de Marcus Thuram. Donc oui, on a commencé un peu à en parler sur le fait qu'on est aussi sur un groupe qui a besoin d'être renouvelé, parce que c'est un groupe qui a fait 2 finales des champions en 4 ans, qui est éliminé là en 8e. On voit bien que c'est aussi un groupe en fin de cycle pour la plupart. Et en tout cas, si une grosse offre arrivait pour Marcus Thuram, alors une grosse offre, c'est quoi? C'est, voilà, on parle de 60, 70 millions d'euros peut-être pour ouais. l'international français. Je ne pense pas que l'Inter le retiendrait parce que voilà, Marcus Thuram, peut-être que lui aussi a peut-être envie d'autre chose. Pour l'instant, il n'a pas laissé filtrer, mais c'est vrai que la rumeur, le bruit d'un départ, en tout cas dans la presse, on en parle de plus en plus. Et autant l'année dernière, ça m'aurait semblé impossible, autant cette fois-ci, avec j'en parlais d'avant, mais le fait qu'Esposito aujourd'hui est très jeune et qu'il a tout l'avenir devant lui à l'Inter et que c'est un enfant de l'Inter, il a été formé au club et voilà, c'est un peu l'enfant prodigue. Donc, on sent que l'Inter veut miser sur lui sur les prochaines années. Lautaro, on n'y touche pas, évidemment, capitaine et l'un des meilleurs buteurs de l'histoire du club. Antoine Boni, j'en parlais aussi, qui, pour le coup, est arrivé et qui s'inscrit dans la durée. Donc, c'est vrai que s'il y a un départ l'été prochain devant, là, voilà, en tout cas, en cas de bonne offre, Arthur, hein, il faut voilà, qu'il y ait une offre à la hauteur du joueur, mais c'est pas impossible de voir Marcus Thuram partir après la Coupe du Monde, parce qu'on rappelle que, sauf surprise, Marcus Thuram sera dans le groupe de l'équipe de France pour le prochain mondial. Ouais. C'est pas impossible qu'on commence à parler d'un départ pour Marcus Thuram. Bon, on va suivre ça avec attention et avant le mercato, suivre évidemment sa fin de saison à l'international tricolore. L'autre sujet qui nous intéresse dans cette affiche à venir, c'est Côme de manière générale, cette belle équipe de Côme qui a battu la Juve récemment, qui se mêle à la lutte pour la Ligue des Champions. Et forcément, Guillaume, il y a un homme qui ressort, c'est l'entraîneur Cesc Fabregas qui est en train véritablement de se faire un nom en Italie. Ouais, alors comme ils sont à 3 points de Ligue des Champions, Arthur, faut Ouais. rappeler qu'il y a encore 4 ou 5 ans, ils étaient en 4e division. Il faut rappeler, alors là encore, hein, on en a beaucoup parlé sur Eurosport.fr. Si vous voulez connaître le projet Com, Thierry Henry, Raphaël Varane, allez lire les articles qu'on a fait sur Eurosport. On vous explique un peu tout. Com, c'est le club le plus riche d'Italie, donc c'est important aussi de le dire. Il y a de l'ambition, mais il y a des moyens derrière. Et c'est vrai que Fabregas, Arthur, depuis qu'il a été promu, on va dire, sur le banc de Com, c'est clairement l'un des entraîneurs les plus en vogue en Europe, pas seulement en Italie. L'Inter le voulait l'été dernier, ils avaient tout fait pour les récupérer, pour Ouais. remplacer Simone Inzaghi, ils n'avaient pas réussi parce que Com avait promis à Fabregas de lui donner les moyens. C'est ce qui a été fait, hein. C'est un club qui a dépensé plus de 100 millions d'euros sur le mercato. Il y a aussi Maxence Cacré, hein, qui a Com Arthur, l'ancien Lyonnais, qui fait un très bon boulot. Mais c'est vrai que Fabregas, aujourd'hui, c'est un entraîneur moderne, un entraîneur avec un jeu proactif, avec des idées qui vont avec le football du moment, c'est-à-dire offensive, tournée vers l'avant. C'est une équipe qui est vraiment belle à voir. Si vous ne l'aviez pas vu, mais le Juve Com, avec Com qui va gagner 2-0 à Turin, qui donne une leçon de football à la Juve. On a probablement atteint le point culminant de cette équipe-là. Il y a beaucoup de beaux joueurs. Je pense à Baturina, à Nicopas, évidemment. Nicopas, Arthur, pour te donner une idée, qui est un peu l'étoile de cette équipe, qui va repartir au Real l'été prochain. Mais Ouais. Nicopas, il arrive en retard
à la réunion technique avant le match du week-end. Et Fabregas a décidé de l'exclure du 11. Il l'a fait rentrer qu'en deuxième mi-temps. Et pour te dire que Fabregas aussi, en Italie, on dit il regarde tout le monde dans les yeux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de statut, de passe droit. Nico Pass, il arrive en retard. Il a été sur le banc. Donc Fabregas, c'est aussi un entraîneur qui a de la poigne, qui n'ose pas mettre ses stars sur le banc, quitte à les punir. Donc voilà, on est vraiment, pour moi, sur un entraîneur qui va marquer les prochaines décennies. C'est un entraîneur qui finira inévitablement dans un grand club européen. Donc je pense notamment peut-être, pourquoi pas, un jour au Barça, parce que Fabregas, il a aussi Arsenal, aussi, pourquoi pas, hein, où il a laissé une belle trace. Mais pour moi, voilà, on est vraiment sur un des futurs grands coachs du foot européen. Et si vous n'avez pas eu l'occasion de voir comment Com joue, je vous le recommande parce que c'est un football européen, c'est un football proactif, c'est vraiment magnifique à voir. Il y a des beaux joueurs, il y a un beau coach. C'est une belle ville, Arthur. Honnêtement, ça coche quand même beaucoup de cases. Tu nous invites presque à déménager à Com, là. C'est plus seulement de football dont tu nous parles, Guillaume. Alors, déjà, j'ai des adresses à Com, Arthur. Si vous avez besoin, j'ai des adresses de restaurants. Si besoin d'une bonne pizza au bord du lac, vous m'appelez et je vous les donne. Mais en plus, voilà, pour parler très rapidement du projet global de Com, je le disais, 3 points de la Ligue des Champions, la 4e place, ce serait historique. Ils ne sont jamais allés en Coupe d'Europe. Demi-finale de Coupe d'Italie contre l'Inter, on vient d'en parler. On est sur une équipe qui monte, qui grandit, qui a les moyens, qui mise sur la jeunesse, sur des jeunes joueurs prometteurs. Ils ont essayé un peu de prendre des joueurs un peu plus vieux. Je pense à Sergio Roberto, par exemple, qui arrivait du Barça, Alvaro Morata. Mais on va dire que l'axe de ce projet-là, c'est quand même des jeunes à fort potentiel. Et Nico Paz, ça l'est en tout point aujourd'hui. Faut rappeler que Nico Paz, l'été dernier, Com avait refusé 70 millions d'euros de Tottenham. Donc, tu vois, c'est vraiment un club qui forme les joueurs, qui les fait grandir et qui a les moyens de ses ambitions. Donc, s'il y a Coupe d'Europe l'année prochaine, et honnêtement, il devrait y avoir Coupe d'Europe, on verra laquelle, si c'est la C1, la C2 ou la C3. Mais en tout cas, voilà, c'est un club qui a beaucoup d'ambition et tu as un entraîneur, j'espère qu'il restera le plus longtemps possible en Italie parce qu'il fait du bien aussi au foot italien où parfois on a des idées un peu anciennes, voilà, c'est un peu dur parfois de changer l'Italie. Mais Fabregas, voilà, c'est un vent d'air frais, ça fait du bien d'avoir un entraîneur comme ça qui est joueur et qui insuffle un vent nouveau au foot italien. On en avait besoin. Bon, équipe très excitante et fin de saison très excitante à vivre pour Com. Merci beaucoup Guillaume pour toutes tes explications. On te retrouve très vite dans Tour d'Europe. Et puis nous, on va conclure ici. Merci à vous de l'autre côté de l'écran de nous avoir suivis. N'oubliez pas, comme d'habitude, les partages, les likes, les commentaires, ça nous aide beaucoup. Tour d'Europe à retrouver chaque lundi sur la chaîne YouTube d'Eurosport. Les meilleurs moments en petite pastille vidéo sur eurosport.fr. Vous savez tout. Très belle semaine à toutes et à tous et à lundi prochain. Salut.